Salut à tous et bienvenue dans 100% Jeunesse, l'émission qui donne la parole à la jeunesse. Bienvenue pour cette émission spéciale consacrée à l'orientation scolaire et à la réforme du baccalauréat. Depuis quelques jours, la course aux vœux a débuté sur la plateforme Parcoursup. 19 500 formations y sont proposées. Ça laisse le choix, mais vous verrez que ça laisse également la place à de l'inquiétude et du questionnement de la part des élèves. On vous présentera aussi l'Université de Lorraine et ses 245 parcours dispensés sur 11 campus, du BUT en passant par les licences ou encore les masters. Horizon dans un instant. Et puis, focus sur l'alternance et l'apprentissage avec ce nouveau record en 2021 avec plus de 718 000 contrats signés, soit une hausse de 37%. Une filière qui a donc le vent en poupe. Pour cette émission spéciale, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Annick Gorka, elle est coordinatrice alternance à la direction de la formation au sein de l'Université de Lorraine. Jean-Marc Huard, recteur de la région académique Grand Est. Et Ayane Noustansi, vice-président des étudiants de l'Université de Lorraine. 100% Jeunesse spéciale orientation scolaire et réforme du baccalauréat, ça commence tout de suite. Allons-y. Et avant de rejoindre mes invités, je vous propose qu'on écoute le traditionnel micro-trottoir. Il s'agit de Parcoursup, bien sûr. Écoutons. C'est pas un gros stress. Après, je pense que ce qui va être le plus stressant, c'est les résultats. Quand on aura les résultats, où est-ce qu'on est admis ou pas. Pour l'instant, ça va, parce que c'est juste mettre des vœux. Donc pour l'instant, ça va. Je suis pas sûr d'avoir les vœux, c'est compliqué de les obtenir, sachant qu'il y a quand même peu de place pour le nombre d'élèves qu'il y a, donc c'est compliqué. Pour ma part, non, j'ai pas encore commencé. J'ai des idées de quelle fac je vais mettre pour Parcoursup. C'est stressant parce qu'on a l'impression d'être perdu et d'être lâché en pleine nature. Je vais donner le meilleur de moi-même, avoir les meilleurs résultats possibles et j'espère que je vais y arriver. Et il n'y a pas de raison. Jean-Marc Huard, on vient de l'entendre dans ce micro-trottoir, c'est une ambiance générale, mais l'orientation scolaire, c'est vecteur un petit peu quand même d'inquiétude, de stress de la part des élèves. Pour quelle raison ? Écoutez, qu'il y ait des questionnements, c'est normal, c'est même plutôt sain, je dirais, qu'il y ait des questionnements, parce que ça incite aussi à s'interroger, ça incite à se renseigner, ça incite, voilà. Moi, je voudrais vraiment rassurer les élèves et puis ceux qui ont participé au micro-trottoir. Généralement, les choses se passent bien. L'étape Parcoursup se passe bien. On a même plus d'admis qu'avant dans les formations qui sont demandées. Donc voilà. Donc je crois qu'il faut prendre les choses avec sérénité et puis, mais avec méthode. Avec méthode. On a dans le micro-trottoir pas seulement entendu des terminales, on a eu des premières, on a eu des secondes. C'est important aussi de ne pas s'intéresser à l'orientation scolaire à la dernière minute. Il faut s'y intéresser dès sa seconde et en terminale s'y intéresser tout au long de son année scolaire. Oui, c'est extrêmement important de commencer tôt. Effectivement, dès la seconde, c'est important. Il faut s'interroger sur ses goûts, il faut s'interroger sur ses capacités aussi, en fonction des résultats. Et puis moi, je donnerais un conseil à tous les élèves. Il faut pousser les portes, il faut ouvrir les fenêtres, il faut pousser les portes parfois de formations ou de domaines pour lesquels on n'est pas a priori attiré, parce qu'il y a parfois des révélations. Donc, il faut oser, voilà. Bon, on va oser alors pour cette orientation scolaire. On le sait, le passage entre le lycée et l'enseignement supérieur est quelquefois un petit peu redouté. Ayane, toi qui es maintenant en 3e année de droit, comment tu as appréhendé finalement ce passage entre le lycée et l'enseignement supérieur ? C'est vrai que le passage entre le lycée et l'enseignement supérieur est souvent compliqué. On a l'impression d'être comme les... jeté dans la masse. Nature, oui. Et en fait, il faut avoir une rigueur de travail et commencer en fait, le travail dès le premier jour et pas se dire j'ai le temps, les examens c'est dans 2-3 mois et être aussi curieux parce que si on n'est pas curieux, ça peut être très compliqué aussi pour la suite. Oui. Bon, on a compris, il ne faut pas se stresser, ça fait peur a priori, mais dans la réalité, ça va plus que bien. Parlons de Parcoursup, c'est la plateforme nationale d'admission au post-bac, et pour faire simple, c'est surtout la plateforme qui va vous propulser vers l'enseignement supérieur. Alors depuis le 20 janvier et cela jusqu'au 29 mars prochain, les lycéens vont pouvoir justement mettre leurs vœux sur Parcoursup. Y a-t-il une stratégie à adopter, sachant qu'on a seulement 10 vœux sur cette plateforme à faire ? Alors, il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute. Ça, c'est, je crois, un point extrêmement important. C'est ouvert, vous l'avez dit, depuis le 20 janvier. Ça va être ouvert jusqu'au 29 mars pour mettre ses vœux. Alors, il y a 10 vœux, mais il y a aussi la possibilité qu'il y ait des options par vœu. Donc, c'est un petit peu plus que cela. Et puis après, les futurs étudiants auront jusqu'au 7 avril pour compléter leur dossier, mettre leur lettre de motivation, mettre les renseignements qui seront demandés. Et puis, ça nous mènera ensuite début juin
à partir du 2 juin, où les résultats de Parcoursup seront connus. Donc le conseil, c'est vraiment de ne pas s'y prendre à la dernière minute. Souvent le 28, il peut y avoir un peu d'embouteillage sur les réseaux. Si on s'y prend ça risque de coincer un petit peu. à la dernière minute. En plus, ce qui est important, c'est qu'on puisse mettre effectivement 10 vœux, comme vous l'avez dit, et puis on réfléchit quelques jours, on en enlève un, on en remet un autre. Voilà. Je crois qu'il ne faut pas hésiter. Le tâtonnement, il est naturel. C'est normal qu'on n'ait pas quelque chose de totalement précis immédiatement. Donc voilà, être curieux et puis être méthodique et s'y prendre tôt. Faire le maximum de vœux pour avoir un maximum de possibilités. Pour info, en 2021, les candidats ont fait en moyenne 12,8 vœux, donc ça veut dire qu'il faut y aller pour ces vœux. On va prendre une première question, parce que vous le savez, nous sommes en communication avec le lycée de la communication. À Metz, première question, elle nous vient de Léa. Bonjour Léa, tu as comme spécialité SES et Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences politiques. On te laisse poser ta question. Alors moi j'ai une petite question, j'ai une amie qui a 16,5 de moyenne et qui postule à des écoles d'art et je voulais savoir si son profil sera regardé différemment qu'un élève qui vient de la voie technologique STD2A. Parcoursup laisse-t-il les mêmes chances à tout le monde et sommes-nous du coup tous égaux ? Bon, Jean-Marc, je vous laisse répondre. Les élèves sont-ils tous égaux face à Parcoursup ? Alors Parcoursup donne les chances à tout le monde. Parcoursup, qu'est-ce que vont regarder les établissements ? Parce que c'est pas Parcoursup, et ça c'est extrêmement important de le rappeler, c'est pas Parcoursup qui fait les choix. Ce sont les établissements d'enseignement supérieur, c'est l'Université de Lorraine, ce sont les différentes écoles qui vont effectivement identifier les élèves qu'ils souhaitent recruter. Alors évidemment, le niveau scolaire, 16,5 de moyenne, c'est un bon niveau scolaire, donc voilà, je pense que les chances sont du côté de cette candidate. Donc le niveau scolaire est important, mais la motivation est importante et le profil est important aussi. C'est une question très, très, très technique finalement qui m'a été posée. Les séries STD2A, donc dans le domaine des arts appliqués, sont des séries très spécialisées. Les IUT vers lesquels on se dirige sont des établissements qui privilégie plutôt les baccalauréats technologiques, mais pas seulement. Donc il faut vraiment y aller, tenter sa chance. Et je crois encore une fois, avec 16,5 de moyenne, les chances sont quand même de son côté. Bon, on lui souhaite de faire ce vœu. Une autre question, c'est celle d'Élise. Elle est en SES et Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences politiques également. Et là, elle a une question qui concerne justement l'algorithme. Élise, on t'écoute pour ta question. Bonjour. Donc, on entend souvent parler d'un algorithme pour Parcoursup qui sert à classer les élèves. Donc, y en a-t-il un ? Et si oui, comment fonctionne-t-il ? Et aussi, pour finir, comment se passe, par exemple, la sélection pour la faculté de droit ? Bon, des questions très pointilleuses. Je vous l'avais dit en préambule. Jean-Marc Heurs, une réponse peut-être ? Alors, il y a effectivement cette idée d'algorithme. Alors, encore une fois, ce n'est pas Parcoursup qui classe les élèves. Il y a des gens derrière. Parcoursup, il a réintroduit de l'humain. Il y a des hommes et des femmes qui vont regarder les dossiers, qui vont classer les meilleurs profils. Qu'est-ce qui est recherché finalement par les établissements d'enseignement supérieur ? C'est la capacité d'un étudiant qui intègre la formation de réussir. Donc, ce n'est pas un ordinateur qui classe tout ça. Encore une fois, il y a eu sélection, il y a de l'humain derrière. Il y a des élèves, des étudiants pour lesquels les dossiers sont regardés. C'est extrêmement important d'avoir ça en tête parce que, et c'est aussi important du coup, de pouvoir véritablement motiver sa candidature, notamment par la lettre de motivation, mais aussi par un dossier qui soit le plus complet possible. Et c'est ce que peuvent faire les élèves jusqu'au 7 avril, c'est-à-dire pour compléter leur dossier. Et on va en venir justement à la lettre de motivation, parce qu'on a une question à ce sujet, mais peut-être rassurer quand même les lycéens, dire que même si on a 12 de moyenne, on a toutes les chances de réussir qu'un élève qui en a 16, par exemple. Grâce à Parcoursup, vous savez, Parcoursup permet plus de mixité, permet plus de mobilité depuis les 4 années qu'il est mis en place. Parcoursup donne les mêmes chances à tout le monde. Vous savez, il y a un certain nombre d'années où il fallait courir le plus vite pour s'inscrire dans l'université de son choix. Ça a été le cas. Et puis, ce qui a succédé à cette méthode un peu sportive, on va dire, c'était APB, et APB était critiqué parce que APB amenait aussi des difficultés. Avec Parcoursup, encore une fois, on a introduit plus de mixité sociale, plus de mixité géographique. Donc il faut prendre les choses avec attention, mais assez sereinement, je dirais.
Bon, on va relativiser. On va prendre la question sans plus tarder de Gabriella avec des spécialités arts plastiques et SES. Bonjour Gabriella, on te laisse poser ta question. Bonjour. Ma question étant, pourquoi une lettre de motivation est nécessaire pour chaque demande sur Parcoursup ? Merci Gabriella. Ça peut faire la différence, une lettre de motivation complète ? Oui, je crois que ça peut faire la différence. C'est plutôt aux établissements de répondre à cette question, mais c'est justement par rapport à ce que je vous disais, pour rétablir aussi un peu d'humain. Parce que si on avait que les notes, là, pour le coup, un algorithme suffirait. Quand on a une lettre de motivation, elle ne peut pas être lue par l'algorithme, la lettre de motivation. Donc ça a cet avantage-là. L'autre avantage, ça a aussi que le candidat, le lycéen, futur étudiant, grâce à la lettre de motivation, il exprime un peu ses souhaits, ses envies. Et c'est aussi un moyen pour lui de réfléchir à ses réelles motivations et finalement de ne pas se tromper dans ses choix. Vous conseillez aux élèves de compléter avec sérieux tout l'aspect de leur candidature. J'entends par là CV, portfolio, passion également, c'est important ? Oui, il faut le faire avec sérieux, il faut le faire avec honnêteté, avec la plus grande attention, et puis aussi il faut qu'apparaisse au travers du dossier ce que l'on est vraiment. Ça ne sert à rien de recopier des choses toutes faites. Hein. Y a pas, on ne va pas cocher des cases. En plus, ça va se voir, parce que si, évidemment, tous les étudiants ont exactement la même lettre de motivation, ça finit par se voir, vous vous en doutez. Donc non, ce qu'on cherche véritablement, c'est qui on est vraiment et qu'est-ce qu'on a comme motivation. Voilà. Et ça, ce n'est que personnel. Bon, CV, on l'a compris, ça sera jusqu'au 29 mars à faire. Après, il va falloir compléter justement ces candidatures. Et puis, à partir de 2 juin, il va y avoir ces résultats qui vont encore mettre un petit coup de pression et de stress. Si ça arrive, on ne le souhaite à personne, si au 2 juin, on n'a que des réponses négatives, qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, au 2 juin, déjà, on peut avoir une ou plusieurs réponses positives. Ça, c'est quand même le premier élément. Et moi, ce que j'encourage les étudiants à faire, les élèves à faire, c'est véritablement de faire son choix définitif le plus tôt possible. Pourquoi ? Parce que quand on accepte une formation pour laquelle on a été pris, ça libère des places pour les autres. Et donc, ça permet effectivement d'accélérer le mouvement, et ça permet, au lycée de la communication, par exemple, à certains des camarades qui sont dans la salle, d'avoir une formation qui se libère, alors qu'a priori, on était en liste d'attente. Et puis, pour ceux qui n'auraient pas satisfaction, il y a une phase complémentaire à partir de la fin juin qui permet de reformuler des vœux à partir des phases disponibles. Et je préside personnellement des commissions qui permettent véritablement, pendant cette phase complémentaire, d'identifier les places disponibles et de trouver une solution à tout le monde. Donc il ne faut pas perdre espoir et on aura l'occasion de revenir justement sur ces résultats des vœux en temps voulu. Jean-Marc, on va poursuivre notre échange justement sur Parcoursup, mais avant, je vous propose qu'on aille faire un tour du côté de l'Université de Lorraine. Je le disais dans le sommaire, il y a plus de 245 parcours pour 11 campus. Alors on se représente l'université comme des amphithéâtres à 100, 150 dans la même pièce, mais c'est pas que ça finalement l'Université de Lorraine. Ayane. Effectivement, en fait, l'Université de Lorraine, c'est pas seulement des amphithéâtres, c'est pas seulement la faculté. On va avoir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de nombreuses formations qui peuvent aller du BUT, de la licence, le master, une licence pro et des classes préparatoires, même des écoles d'ingénieurs. Alors c'est une nouveauté depuis 2021, l'offre de formation des IUT évolue pour devenir maintenant bachelor universitaire de technologie, ça sonne plutôt bien, et ça devient le nouveau diplôme des IUT. C'est quoi finalement le changement entre IUT et BUT ? Le changement majeur, en fait, c'est au niveau de la durée d'études où on passe de 3 ans pour un BUT à 2 ans pour le DUT. Et cette année, on a les dernières promotions de DUT pour pouvoir terminer, pour permettre aux étudiants et étudiantes de terminer leur cursus. Et à partir de la rentrée prochaine, on parlera que du BUT. Quels sont les élèves, en tout cas les lycéens, qui pourraient être potentiellement intéressés pour rejoindre une filière, notamment BUT ? En fait, les profils sont divers et variés, mais en fait, la plupart des étudiants qui postulent dans un BUT ou anciennement DUT, c'est les personnes en fait qui veulent s'insérer très rapidement dans le monde du travail et ne veulent pas faire d'études longues. Par la suite et continuer. Oui. Et puis il y a aussi une particularité avec la licence et la licence pro. On se rapproche de ce que tu viens de nous dire. C'est quoi la différence entre la licence et la licence pro ? On en entend beaucoup parler.
La licence, ça permet à l'étudiant de pouvoir continuer son enseignement dans un master, puis dans un doctorat s'il le souhaite, alors qu'une licence pro, c'est au bout de pour la 3e année, l'étudiant ou l'étudiante peut s'orienter vers un cursus très spécifique ou une formation, une profession très spécifique, et ça lui permettra à la fin de s'insérer professionnellement. De s'insérer très rapidement dans le monde du travail. Dans le monde du travail. Eh bien, Ayane, je te propose qu'on prenne une question, celle de Rania, avec comme spécialité physique et SVT. Bonjour Rania, on te laisse nous poser ta question. Bonjour. Alors, je voulais savoir, lorsqu'on se destine à être médecin, s'il est plus pertinent de suivre une LAS ou une PASS, d'autant que certaines académies n'offrent plus la voie PASS. La voie PASSES. Merci Rania pour cette question. Une question qui va peut-être intéresser beaucoup, parce que les études de médecine sont en vogue. J'aurais peut-être pu faire ça autre que journaliste. Ayane, je te propose de répondre. Voilà, ça intéresse. Je te propose de répondre à Rania. En fait, les études de PASS et de LAS permettent aux étudiants de pouvoir mener des études de santé. Ça peut être médecin, dentiste, pharmacien ou autre. Mais la seule différence, en fait, c'est que la LAS permet à l'étudiant de découvrir une autre discipline aussi. Et par la suite, au bout de, par exemple, sa première année de LAS, s'il estime que les études de santé ne sont pas faites pour lui, ça peut lui permettre de pouvoir se réorienter très rapidement vers une autre filière. Plus facilement. Ok. Alors, les questions sur l'université, elles sont très, très nombreuses. Est-ce qu'il faut que je choisisse cette formation ? Pourquoi il faudrait que je fasse ce choix-là ? Et il faut savoir que ces réponses, elles peuvent être apportées directement dans les lycées grâce notamment à des étudiants ambassadeurs SOIP. Est-ce que tu arrives à nous raconter un petit peu le dispositif en quelques secondes ? Oui. En fait, les étudiants ambassadeurs, ce sont des étudiants qui sont rattachés au service d'orientation et d'insertion professionnelle de l'Université de Lorraine. Et des jeunes comme nous, finalement, comme oui. Toi, comme nous, tous sur le plateau. C'est bien ça. Et en fait, ces étudiants vont, à la demande des proviseurs, des directeurs de lycée, dans les lycées, intervenir pour expliquer très rapidement, en fait, de manière très générale, la vie étudiante, que ce soit sur les études ou répondre aux questionnements des lycéens. Très bien, on a très bien entendu. On pourra peut-être découvrir et rencontrer de ces étudiants ambassadeurs. On passe tout de suite à une prochaine question, parce que Yann, c'est toi qui vas continuer de jouer notre étudiant ambassadeur SOIP pour ce jour, avec la question de Romane. Bonjour Romane, on te laisse poser ta question. Bonjour, moi du coup je me demandais pourquoi est-ce qu'on dit que l'intégration d'une fac sur Paris c'est plus compliqué, et comment on fait une inscription en double licence droit et histoire de l'art. Merci Romane pour ta question. Alors a-t-on une réponse à donner à Romane ? Le problème, par exemple, pour les facultés ou l'université à Paris, c'est que l'offre est plus forte que la demande, et la demande est plus forte que l'offre plutôt, et les capacités d'accueil sont très limitées, donc il peut être très compliqué d'accéder à une formation ces campus sur Paris, oui. Et comment alors faire une inscription en double licence, Jean-Marc Huat ? Oui, parce que je voulais dire, grâce à Parcoursup, il y a plus d'étudiants non parisiens qui intègrent les universités parisiennes. C'est important de le dire quand même. Ils partent. Non, mais c'est vraiment, c'est-à-dire que la mobilité est renforcée par rapport à Parcoursup. Vous l'avez dit, évidemment, il y a une demande qui est extrêmement forte pour les universités parisiennes, mais néanmoins, on a accru la capacité de mobilité. C'est important de le dire. C'est pas l'idéal encore, effectivement. Et puis il y a l'aspect géographique. Les candidats d'Île-de-France, inévitablement, vont être privilégiés. Mais les candidats d'Île-de-France, en dehors des limites du périphérique, sont plus avantagés qu'ils ne l'étaient auparavant. Merci pour cette précision. Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec une nouvelle question, celle de Jade, avec spécialité physique et SVT. Bonjour Jade. Bonjour. Alors moi je me demandais quelles sont les conditions d'accès aux IFSI en termes de voies suivies, ou générale ou technologie, et en termes de spécialité suivie, car il semble que l'accès soit plus difficile depuis leur intégration à Parcoursup. Est-ce qu'on pourrait répondre à Jade qui s'intéresse plutôt au métier d'infirmière ? Est-ce qu'on a des réponses à lui apporter sur les IFSI ?
je n'ai pas une réponse exacte à apporter parce qu'en fait, les IFSI ne font pas partie de l'université et il est plus préférable de se renseigner auprès des IFSI pour avoir beaucoup plus de réponses sur le sujet. Bon, Roman, tu as donc compris, il va falloir contacter l'IFSI. Alors, ça ne fait pas partie de l'université, mais c'est l'université qui accueille sur ses campus les IFSI. Et donc, il va falloir que tu prennes contact avec les IFSI pour avoir une réponse à ta question. À noter justement que l'Université de Lorraine vous ouvre ses portes pour découvrir l'intégralité de ses formations, mais également vous aiguiller dans vos choix. Vous voyez justement l'affiche à l'antenne. Toutes les modalités de ces portes ouvertes sur le site de l'université univ-lorraine.fr. Vous aurez noté que la prochaine, ça sera le 26 février prochain. D'ailleurs, on y propose aussi de l'alternance au sein de l'Université de Lorraine. On en parle avec vous, Annick Gorka. Alors, première question, comment pouvons-nous expliquer ce record, 718 000 contrats d'alternance signés en 2021, soit une hausse de 37%. Est-ce que c'est la précarité étudiante, cette crise sanitaire qui a fait émerger les choix pour cette filière ? Pas que. Bonjour déjà. Donc déjà, la réforme de 2018 sur l'alternance a contribué à beaucoup développer donc le nombre d'alternants. Pourquoi ? Parce que ça correspond à une libéralisation de l'apprentissage. Donc on a de plus en plus de formations qui ont ouvert en apprentissage. Donc ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles le nombre d'alternants a explosé comme ça. La deuxième raison, c'est que depuis 2 ans, l'État a accordé des aides aux entreprises privées qui recrutent des alternants. Donc pour donner un exemple, pour chaque contrat signé pour un alternant de plus de 18 ans, c'est 8 000 € d'aide pour l'entreprise. Donc les entreprises, bien évidemment, ça a été beaucoup plus facile pour elles de recruter des alternants. Et donc ça explique en partie. Après, il y a aussi choix pour l'alternant. Voilà. Après, il y a aussi les entreprises qui sont de plus en plus friandes d'alternants, et notamment, mais pas que, notamment dans les niveaux du supérieur. Et puis aussi, de l'autre côté, les étudiants qui choisissent cette voie qu'on peut aujourd'hui qualifier de voie d'excellence. À qui conseillez-vous l'alternance ? Aux travailleurs, aux étudiants qui travaillent. Il faut bien garder en tête que malgré les nombreux avantages de l'alternance, l'idée c'est que le diplôme est le même que le diplôme qui peut être préparé en formation initiale, ce qu'on appelle la formation traditionnelle. Ce sont les mêmes cours. Bien évidemment, l'emploi du temps est aménagé pour que les alternants puissent le suivre. Mais il faut... donc on a un contrat de travail, donc on est salarié, et donc il faut continuer à travailler ses cours en plus des journées de travail. Donc pour les étudiants qui sont motivés, travailleurs, et qui ont envie, peut-être plus vite que les autres, de se frotter au monde du travail. L'alternance, il y en a à tous les niveaux. Au sein de l'Université de Lorraine, par exemple, pour cette année 2021-2022, on a signé 3700 contrats. Quelles sont les alternances qui ont la cote au sein de l'Université de Lorraine ? J'ai envie de dire qu'on a des alternances. On a des formations d'alternance dans tous les domaines, dans des formations industrielles, des formations tertiaires. Donc, il n'y a pas une filière qui a plus la cote que d'autres. Vous avez des formations. Alors, ce qu'il faut vraiment garder en tête aussi, c'est que l'idée, c'est de préparer un métier. Donc, toutes les formations que nous proposons en alternance se préparent à des métiers. Donc, en fonction des choix de l'étudiant, il n'y a pas une formation qui a plus la cote que l'autre. On est dans un milieu aujourd'hui où les entreprises recherchent des jeunes avec de l'expérience. Est-ce qu'avoir dans son CV de l'alternance, ça pourrait être valorisant, non ? C'est même un des premiers avantages de l'alternance, c'est l'expérience sur le CV qui va être beaucoup plus valorisée. Parce que, je le rappelle, les alternants signent un contrat de travail. Ils sont salariés avec une vraie mission, un vrai poste de travail. Donc, forcément, qu'on fasse une alternance, ça peut être sur 1 an, 2 ans ou 3 ans, en fonction du diplôme, eh bien, ça va être valorisé. Et ça, c'est un très, très gros avantage. Et au lycée de la communication, on a justement une question à vous poser sur l'alternance. Et c'est Macha qui va vous la poser. Macha, bonjour. Bonjour. Ma question, c'est est-ce que j'ai plus de chances d'être acceptée en BUT si je trouve au préalable une alternance ?
Alors, je dirais que c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Ça n'est pas parce que vous avez trouvé une entreprise en alternance que vous allez être forcément admise dans le but. Je rappelle qu'il y a quand même des prérequis pédagogiques. Donc, ça ne va pas forcément vous ouvrir grand les portes d'entrée du but en alternance. Néanmoins, il va quand même falloir trouver une entreprise parce que sans entreprise, vous ne pourrez pas rentrer dans le but. Et puis, c'est aussi la période où on fait ses vœux sur Parcoursup, mars-avril. On peut postuler dans une formation d'apprentissage sur Parcoursup, mais on n'a pas toujours trouvé l'entreprise. Quand même, la meilleure période pour trouver l'entreprise, c'est mars-avril. Donc, ça ne suffira pas pour être admise dans la formation. Merci Annick pour ces éléments de réponse. Et puis si vous êtes intéressé par cette filière, notez dans vos agendas qu'un salon apprentissage, alternance et métiers se déroule le samedi 26 février au centre des congrès à Metz-Robert Schuman. Les formations et ainsi que les différents cursus et les débouchés sur le territoire vous seront présentés. Entrée gratuite mais inscription obligatoire. Rendez-vous pour ce faire sur le site l'étudiant.fr. Alors se rendre sur les salons de l'orientation, aller chercher des informations, se documenter, aller échanger, c'est aussi prendre en main son avenir et son orientation scolaire, Jean-Marc Huard. Oui, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut aller sur les salons, il faut aller aux journées de portes ouvertes. J'ai oublié la date, mais fin février, le 26 février à l'université de Lorraine. Il faut aller dans les journées portes ouvertes dans les écoles. Il faut aller même, c'est ce que je disais tout à l'heure finalement, il faut aller là où, a priori, on n'a pas particulièrement d'appétence ou de goût pour découvrir, parce que souvent, c'est normal, quand on a 17 ans, on ne connaît pas toutes les formations. Donc il faut être curieux. Je disais qu'il faut pousser les portes. Et puis il faut aller aussi sur Internet. Il y a beaucoup de... je dirais le numérique et l'accélération, et c'est un des effets positifs finalement du Covid, nous a amené aussi une proximité grâce au numérique et avoir un champ des possibles beaucoup plus important. Donc la curiosité, je crois que c'est le mot principal. Et ça montre également votre motivation pour la suite de votre cursus. Toi, tu es allé dans ces salons ou pas ? Oui. Ça a pu t'aider ou pas ? Oui, tu savais déjà à peu près quelle filière tu voulais je savais à peu près quelle filière je voulais faire. Et en fait, moi, j'ai juste candidaté à la faculté de droit et puis j'avais pas mis d'autres vœux. Bon, lui, il savait qu'il voulait faire du droit et il a fait ses vœux pour du droit. Annick Gorka, selon vous, est-ce que ça peut définir finalement un parcours professionnel, se rendre sur ces salons de l'orientation ? Oui, parce qu'on va rencontrer les responsables pédagogiques des formations à qui on va pouvoir poser des questions. Et puis très souvent sur ces salons, il y a également des étudiants qui sont dans les filières, qui sont là et qui ont souvent les meilleures personnes pour répondre, les jeunes qui répondent aux jeunes. Donc oui. Ça passe toujours plus facilement, le message de jeune à jeune. Ça passe plus facilement que si c'est nous, effectivement. Et puis, on est tout jeune sur le plateau. C'est gentil. Et puis on peut découvrir comme ça différentes filières. Il y a des conférences. Voilà, donc voilà, c'est ce que disait monsieur le recteur. Il faut être curieux. Il faut être curieux, c'est la curiosité qui fait beaucoup, on l'a compris. Une autre question à présent, elle nous vient de Morgane, qui a pris comme spécialité art plastique et SES. Morgane, on te laisse nous poser ta question. Bonjour, alors ma question, ça serait de savoir comment se renseigner et postuler dans les écoles qui ne sont pas dans la plateforme Parcoursup. Bon, on peut peut-être déjà lui dire d'aller sur les salons de l'orientation à Morgane, j'imagine. Oui, alors déjà, il y a de moins en moins de formations qui sont dans Parcoursup, parce que tous les ans, il y a des formations nouvelles. Il y a 22 500 formations dans Parcoursup. Il y en a plus de 400 sur le territoire lorrain. Et puis si effectivement on ne trouve pas la formation dans laquelle on veut aller, il faut se rendre aux journées portes ouvertes, il faut aller sur le site des écoles, il faut les appeler. Voilà, c'est comme ça que l'on fait. Puis on postule directement. Mais ce qui n'empêche pas quand même de faire des choix sur Parcoursup. Parce qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire pas se dire moi la formation que je veux absolument faire, elle n'est pas sur Parcoursup, donc je ne fais que cette démarche-là. On peut faire la démarche sur Parcoursup, et puis on peut aller aussi vers des formations qui ne sont pas sur Parcoursup. Il faut mettre toutes ses chances de son côté pour avoir l'orientation qu'on souhaite. Une autre question, c'est Camilla qui va vous la poser. Camilla qui a une question en référence à la période qu'on traverse, la Covid-19. Camilla.
Bonjour, donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est dans quelle mesure les difficultés en période Covid, donc absence, etc., sont-elles prises en compte donc, par les formations post-bac pour sélectionner les élèves? Ah bah oui, très très bonne question, parce qu'il y en a certains qui ont dû être absents à cause du Covid. Vous leur répondez quoi? Moi, je leur réponds que tout le monde connaît la période Covid aujourd'hui. Enfin, voilà. Ah bah, ça serait compliqué de ne pas la connaître, tout le monde malheureusement. connaît la période Covid, donc tout le monde est dans la même situation. Et ceux qui vont regarder les dossiers connaissent aussi la période Covid. Donc il faut se rassurer par rapport à cela. Quand on a été malade pour du Covid, quand un professeur a été absent, voilà, inévitablement, c'est le cas pour la plupart des candidats d'être dans cette situation-là. Donc voilà, je voudrais vraiment rassurer par rapport à cela. Alors je ne parle pas d'absence chronique pour d'autres raisons, voilà, qui ne seraient pas justifiées pour d'autres raisons que le Covid, évidemment. Mais voilà, il faut se rassurer vraiment par rapport à la période que nous traversons. Tout le monde la connaît. C'est pour ça aussi qu'il y a des aménagements sur les examens, mais on va en parler, je crois, de manière à ce que tout le monde soit à égalité et les mêmes chances. Et vous m'avez fait justement cette transition. On va parler d'une autre échéance qui arrive et qui sera tout autant déterminante. C'est le baccalauréat et sa réforme mise en place à la rentrée 2021. Le baccalauréat qui se prépare désormais en 2 ans. 40% de contrôle continu et 60% d'épreuves de terminale. Jean-Marc Huard, pour qu'on soit fixé, à quoi va ressembler concrètement ce bac 2022 ? Alors déjà, ce que vous avez dit, c'est-à-dire 40% de contrôle continu sur les disciplines du tronc commun, et puis 60% d'épreuves terminales sur les enseignements de spécialité, sur la philosophie et l'épreuve de grand oral qui est une nouveauté. Et vous voyez, tous les élèves du lycée de la communication, vous avez à chaque fois donné leur spécialité. Et on voit qu'on a du coup des profils extrêmement différents. Avant, on avait S, ES, L, plus les séries technologiques. Maintenant, on a SES, art plastique, on a histoire géo, mathématiques, enfin voilà, on a une diversité de profils. Ce qui veut dire que les établissements d'enseignement supérieur savent qu'il y a cette diversité de profils, d'où l'importance du dossier que l'on évoquait tout à l'heure, d'où l'intérêt de regarder que ce soit des personnes, des vraies personnes qui regardent les dossiers, parce qu'il va y avoir dans les différentes filières d'enseignement supérieur une diversité de profils beaucoup plus forte. Donc un baccalauréat où il y a une part de contrôle continu, ce qui permet vraiment de récompenser en quelque sorte une assiduité, un travail quotidien, et puis 60% sur des épreuves terminales, et notamment sur les épreuves pour lesquelles on s'est spécialisé, c'est-à-dire les enseignements de spécialité. Et ces épreuves de spécialité qui comptent pour elles de 32% de la note finale. Elles étaient initialement prévues là au mois de mars, du 15 au 16 mars. Elles ont été reportées au 11, 12 et 13 mai en raison de la crise sanitaire. Est-ce que vous comprenez cette décision de repousser ces épreuves de spécialité? Le ministre a beaucoup consulté sur cette décision de report au mois de mai. Il a beaucoup consulté et puis il a regardé la situation sanitaire. La situation sanitaire faisait qu'il y a quelques jours encore, on était sur un pic de contamination qu'on n'a jamais connu, qui était extrêmement important, des absents chez les élèves, des absents évidemment chez les professeurs, et donc il fallait vraiment être à égalité pour tout le monde, c'est-à-dire certains élèves ont pu être touchés plus que d'autres, donc il fallait que tout le monde soit à égalité. Donc la décision de report à après les vacances de printemps, donc au mois de mai, de ces épreuves de spécialité a été prise en conscience. Alors c'est une conséquence, c'est que du coup les notes ne vont pas être prises sous la forme des épreuves terminales dans Parcoursup. Alors justement, ces étudiants regrettent que ces épreuves, certains regrettent que ces épreuves aient été décalées parce qu'elles ne compteront pas pour Parcoursup. Qu'est-ce que vous leur dites à ces élèves-là ? Alors la réforme au départ a été conçue effectivement pour que ces épreuves de spécialité puissent être intégrées à Parcoursup. C'est pour ça qu'elles devaient avoir lieu initialement en mars. La crise sanitaire fait que ça n'est pas possible. Néanmoins, les épreuves de contrôle continu de la classe de première et des 2 premiers trimestres de terminale des enseignements de spécialité vont compter dans Parcoursup. Et puis tous les établissements scolaires, vous savez, ça fait 2 ans avec la crise sanitaire qu'on a l'habitude de traiter, je dirais, le contrôle continu, de regarder les écarts entre établissements. Tous les établissements scolaires ont fait un projet d'évaluation en début d'année qui permet d'évaluer tous les élèves à peu près de la même façon. Donc on a toutes les chances de notre côté pour que vraiment il y ait une égalité la plus forte possible entre les candidats. Donc là, c'est pareil, c'est comme pour Parcoursup en général, il faut se tranquilliser.
Et bon, même si elles ne comptent pas pour Parcoursup, ces épreuves de spécialité comptent pour la note finale du baccalauréat. C'est ce qu'on y en retiendra. C'est ainsi que s'achève notre émission spéciale sur l'orientation scolaire et la réforme du baccalauréat. Vous pouvez dès à présent la revoir sur notre site internet moselle.tv, rubrique 100% jeunesse. Je remercie mes invités autour de cette table. Annie Corga, je le rappelle, vous êtes coordinatrice alternance à la direction de la formation au sein de l'Université de Lorraine. Jean-Marc Huard à vos côtés, recteur de la région Académie Grand Est, et Ayane Mostancy, vice-présidente des étudiants de l'Université de Lorraine. Et on salue également le lycée de la communication avec ses élèves qui étaient connectés. On vous souhaite de bonnes vacances parce qu'on le sait, vous êtes actuellement en vacances. Merci à vous également chez vous, et on se retrouve le mardi 22 février et je vous tease un petit peu l'émission, on parlera du scoutisme. À bientôt, salut.